Que s'est-il passé le 1er janvier 2024? Eh bien, la SNCF, qui avait déjà été fracturée en 5 sociétés distinctes suite à la réforme ferroviaire de 2018, a à nouveau été fragmentée au niveau de la SA de tête, dont une partie est devenue un GIE. La SA de tête s'est en effet séparée d'une grande partie de ses agents. Il s'agit de celles et ceux qui travaillent au CSP Production Comptable, au SARDO, le service des archives, à l'agence Paye et Famille, à l'agence de recrutement, à l'agence Logement, au pôle de soutien psychologique, dans nos cabinets médicaux avec tout ce qu'ils comptent de secrétaires, infirmières et médecins, et à l'action sociale. À ces services, il faut rajouter les CSP de SNCF Réseau et de Gare et Connexion, portant l'effectif total des salariés transférés à près de 3000 agents. Vous ne travaillez pas dans ces services? Eh bien, regardez quand même cette vidéo. Parce qu'en tant qu'agent, si vous avez déjà eu besoin de consulter un médecin SNCF, de renouveler votre passe Carmillon ou d'une assistante sociale, alors vous aussi, en tant qu'utilisateur de ces services, vous allez être impacté par leur évolution. Alors pourquoi ce sont ces services-là précisément qui ont été choisis pour créer un GIE? Bien, leur point commun, c'est que ce sont des fonctions dont le cœur de métier n'est pas directement lié à la production ferroviaire. Alors ce GIE dont on parle tant, qu'est-ce que c'est? Un GIE, c'est un groupement d'intérêts économiques. Juridiquement, un GIE n'est ni une filiale ni une entreprise, mais un statut juridique à part. Officiellement, la création d'un GIE vise à faciliter le développement économique d'entreprises du même secteur par la mutualisation de ressources matérielles ou humaines. Concrètement, ça se passe comment? Mettons que 4 entreprises du même secteur d'activité, donc potentiellement concurrentes au passage, décident de fonder un GIE pour confier à ce dernier la gestion de paye de leurs salariés respectifs. Ces 4 entreprises sont alors les membres du GIE, les membres à la fois fondateurs et bénéficiaires. Le GIE, une fois créé grâce à la mise en commun de leurs ressources, va accomplir la prestation qui lui est confiée contre compensation financière. Qui sont les membres fondateurs du GIE qui nous intéressent ici? Tout simplement les 5 SA issus de la réforme de 2018. Fret, Réseau, Holding, Voyageurs et Gare Éco. Mais attends là, ça sert à quoi de faire ça? On était déjà dans la même entreprise. On faisait ça en relation interservice et voilà. Eh bien non. Depuis le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la réforme ferroviaire de 2018, merci Elisabeth, les prestations du GIE actuel n'étaient déjà plus gérées en interservice et faisaient déjà l'objet de facturation par ce service envers les SA comme s'il était une entité indépendante. Ce n'était pas un hasard. C'était pour préparer la création du GIE 4 ans plus tard. Bon, ça surprend, mais me direz-vous, ça n'explique toujours pas pourquoi on s'est donné le mal de créer un GIE, puisque ça marchait déjà comme ça, avec les mêmes SA. En fait, la question n'est pas tant pourquoi on a créé un GIE que pour qui. Parmi les membres fondateurs du GIE, que l'on peut comparer à des actionnaires, il y en a un qui détient plus de parts que les autres, une sorte d'actionnaire majoritaire. Ce membre majoritaire, c'est la SA de tête. Ces parts qu'elle a en plus, elle a la faculté de les céder à des filiales du groupe SNCF, celles-là même qui ont été créées pour nous concurrencer nous-mêmes dans les appels d'offres. Avoir des parts dans le GIE leur permettrait de réduire leurs frais de structure et donc de se positionner mieux que, au hasard, TER. On est quand même sympa. Ça, c'était au niveau macro de l'entreprise. Et pour les salariés, ça change quoi? Demandons à un spécialiste. Mais rien du tout, voyons. C'est évidemment un peu plus compliqué que ça. À compter de la fracturation de la SA de tête pour créer le GIE, il était initialement prévu que les accords collectifs dont bénéficient les salariés soient maintenus pendant 15 mois. On parle par exemple des accords sur le temps de travail, sur le temps partiel ou encore sur le télétravail.
Grâce aux négociations de la CGT, cette durée de garantie a été allongée à 24 mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2025. Ça peut sembler loin, mais en fait, c'est demain. Et après ces 24 mois, le nouveau GIE n'est pas la seule partie de la SNCF à être en proie aux transformations en tout genre. Toutes les SA sont attaquées, avec à chaque fois une série de prétextes pour remettre en cause des accords collectifs. L'allongement du délai de garantie des droits à 24 mois pour le GIE n'est qu'un sursis, permettant de synchroniser les renégociations des accords collectifs dans toutes les SA, afin d'avoir un rapport de force favorable au lieu de laisser les négociations évoluer chacune leur tour dans leur coin, ce qui ne pourrait aboutir qu'à plus d'inégalités entre les salariés. Toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé serait purement fortuite. La CGT est et a toujours été pour une SNCF unie et intégrée. Alors déjà que Fret SNCF est en train de vivre ces derniers mois, on n'a pas envie de voir un autre pan de l'entreprise partir à la dérive. Petit focus maintenant sur le cas des embauchés au statut. Le 4e paquet ferroviaire, passé en 2018, prévoit qu'en cas de transfert d'une activité exercée précédemment par le périmètre de l'ex-GPF vers un GIE nouvellement créé par les sociétés SNCF, la loi Nouveau Pacte ferroviaire a prévu le maintien au sein du GIE du statut pour les salariés qui en relèvent et sont transférés au GIE. Certains d'entre vous seront soulagés de l'apprendre, mais ne vous réjouissez pas trop vite. En effet, le statut n'est pas une notion individuelle, mais une notion collective. Contrairement au privilège, qui n'est jamais aussi intéressant que lorsque personne d'autre n'en jouit, le statut, lui, n'est jamais aussi puissant et protecteur que lorsqu'il est partagé par le plus grand nombre. Sachant que pour la CGT, tout le monde aurait dû être embauché au statut, même les contractuels. L'introduction de modes dégradés d'embauche, comprenez les contractuels, les CDD, les intérims et l'exploitation assumée des alternants, a commencé à saper cette protection du statut en réduisant mécaniquement la proportion de statutaires. Puis la fragmentation de la SNCF en plusieurs SA a à son tour affaibli le statut. La création du GIE participe complètement à cette stratégie de sabotage. Prenons un exemple simple, les déroulés de carrière pour les statutaires. Prenons une PR donnée et imaginons une entité dans laquelle le nombre d'agents tenant des postes relevant de cette PR, contractuels et statutaires confondus, est de 100. Mettons également que pour passer de cette PR à la PR supérieure, le taux d'attribution soit de 25%. Premier cas, dans les années 2000, sur ces 100 agents, 80 sont au statut. Cela donne donc 20 agents qui ont de bonnes chances d'accéder à la PR du dessus. Projetons-nous 15 ans et beaucoup d'embauches hors statut plus tard. Sur les 100 agents, il n'y en a plus que 20 au statut. Il n'y a alors plus que 5 personnes qui pourront se voir attribuer la PR supérieure. Mais les agents de cette entité ne sont pas au bout de leur peine. 2 ans plus tard, c'est une réorganisation qui frappe. L'entité est divisée en deux. Les 20 statutaires restants sont éparpillés, avec 14 d'un côté et 6 de l'autre. Eh bien, pour les prochaines notations, seuls 3 agents pourront accéder à la PR supérieure dans la première entité, et dans la seconde, seulement 1. En résumé, pour les 100 agents du début, le nombre d'attributions est passé de 20 à 5, puis à 4. Bref, amis au statut, à chaque fois qu'une réorganisation vient fragmenter les effectifs, même si vous gardez le statut, vos droits sont quand même attaqués et fragilisés. Cela dit, ne tombons pas dans le piège de la division. Rien de tout cela n'est de la faute des collègues contractuels. Au contraire, ils en sont même les premières victimes, puisque l'entreprise a fait le choix de les embaucher à des conditions moins avantageuses qu'elle n'aurait dû. Nous avons parlé des conséquences pour les salariés du GIE. Mais comme rappelé au début de cette vidéo, le GIE dispense des services auxquels nous avons tous et toutes recours. Alors pour les usagers du GIE, quelles sont les conséquences? La SA dans laquelle vous travaillez va se voir proposer 3 formules, fixe, flex et free. Oui. La première consiste en un socle commun minimum, puisqu'elle regroupera les prestations obligatoires pour tous les membres du GIE dans la limite de leurs besoins. Les besoins de qui exactement, on peut se le demander. Le flex implique un niveau de service plus élevé que le fixe, moyennant finance, et le free regroupe les services optionnels et facultatifs.
Autrement dit, à partir de maintenant, chaque SA pourra faire son marché et décider des prestations dont elle souhaite que ses salariés bénéficient ou pas, là où il aurait plutôt fallu garantir à tous un accès égal et intégral sans distinction de statut d'embauche ou de SA. Les fragmentations de l'entreprise, que ce soit par le biais des réorganisations incessantes, des créations de filiales, ou dans le cas qui nous occupe de GIE, les accès différenciés à des prestations pourtant utiles à tous, les intéressements eux aussi différenciés selon les SA, tout ceci ne relève que d'une seule et même stratégie, nous diviser pour mieux nous dépouiller. Ne les laissons pas faire. Pour la CGT, il faut arrêter de voir les fonctions support comme un coût, et plutôt les voir comme une richesse. Sans elles, pas de paye, RH, comptabilité, pas de matériel, achat, etc. En résumé, pas de train. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que vous avez appris des choses et que ça vous permettra de discuter entre vous. Le combat, lui, est loin d'être fini. Alors à bientôt pour défendre nos droits et en conquérir de nouveaux.